Donc, comme je vous le disais, deuxième partie, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons traiter donc de Céline l'écrivain. Après avoir traité la semaine dernière du problème, de la question Céline et de la question de l'antisémitisme, et je voudrais peut-être, bien sûr, extrêmement rapidement, mais pour ceux qui n'auraient pas été présents la semaine dernière, rappeler quelques idées parmi les plus importantes, mais la conférence a été très dense et très intéressante. D'ailleurs, vous pourrez la retrouver sur Internet, mais je vais souligner tout de même quelques idées que moi-même j'ai soulignées. Alors, je parle sous l'autorité, cela va de soi, de Monsieur Godard, donc n'hésitez pas à me reprendre, à compléter, etc. Alors, la grande question qui se pose, c'est comment peut-on devenir raciste à travers la question comment Céline, donc, a-t-il pu devenir raciste a joué sans doute beaucoup l'éducation qu'il a reçue en pleine période donc anti-dreyfusarde et sans doute a joué aussi beaucoup sa vision de l'homme et de la vie. Une vision extrêmement négative, une vision extrêmement morbide qui même lui fait dire que la vérité de la vie, c'est la mort. Tout cela s'approche fortement du nihilisme et que voulais-je vous dire d'autre, parce que là c'est très court. Donc très grande morbidité donc de la part de Céline, méfiance totale en l'homme en particulier et en l'humanité en général. Pour lui, il se rapproche d'ailleurs d'une idée qui avait déjà été donnée par Pascal et que nous a rappelé Monsieur Godard. Cette idée, elle est qu'au plus profond, alors je vais sans doute la retrouver, mais elle est en tout cas qu'au plus profond d'entre nous, il y a un tas d'ordures, ce qui est quand même effectivement pas très positif et optimiste. Refus du recours de l'amour, refus de l'amour idéalisé, sentimental, et il dit la phrase « L'amour, c'est l'infini à la portée des caniches ». Alors, ça va de soi, hein. Réduire une heure de conférence de Monsieur Godard à quelques phrases comme cela, c'est tout petit, mais c'est ce que je vous disais, n'hésitez pas à réécouter la conférence sur Internet. Merci, Monsieur Godard, pour cette seconde partie. Bien, écoutez, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. En effet, ce que j'ai essayé de faire la semaine dernière, c'est de survoler les raisons que l'on pouvait avoir de refuser Céline écrivain et de ne considérer en lui que le furieux antisémite. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est l'endroit, si je puis dire, par rapport à cet envers, c'est-à-dire examiner ce dont témoigne, je pars d'un fait, c'est-à-dire l'actuelle multiplication des lecteurs de Céline, qu'attestent les ventes des volumes, que ce soit en Pléiade ou en livre de poche, et puis qu'atteste aussi, j'étais reparti de là parce que pour moi ça a été un événement personnel, qu'atteste aussi après les réactions indignées qu'avait provoqué l'idée même qu'on puisse célébrer Céline, etc., il y a eu des contre-réactions, si je puis dire, de gens qui s'indignaient cette fois-ci que on rejette complètement, on nie, on passe à la trappe Céline. Donc c'est cet autre aspect des choses, cet endroit que je voudrais voir avec vous. Autrement dit, examiner ce qu'il a d'une certaine manière d'irremplaçable et qui fait que on ne peut pas purement et simplement le mettre entre parenthèses. Qu'est-ce qu'il apporte à la littérature française? Pour dire les choses brièvement, je résumerai en une formule dont la suite de la conférence sera le développement, purement et simplement. Ce qu'il apporte de nouveau, c'est l'alliance de cette vision extrêmement noire, même si elle ne l'est pas complètement. À la marge, il y a malgré tout des zones plus éclairées, si je puis dire. L'alliance donc de toute façon de cette vision qui est extrêmement noire, qui se veut extrêmement noire à la fois de l'homme et de la vie, et d'innovation langagière
dont la première est un comique irrésistible. Ce sont les points que je voudrais développer avec vous aujourd'hui. Je partirai du niveau le plus évident, sensible déjà dans Voyage au bout de la nuit, c'est-à-dire le choix d'introduire en littérature une langue qui en était bannie, qui en était exclue, avec ceux qui la parlaient spontanément, c'est-à-dire la langue populaire argotique. Tout ce qui s'était trouvé pendant des siècles. Songeons que l'Académie française a été fondée en 1635 et Céline commence à écrire en 1932, c'est-à-dire pendant 3 siècles, tout ce qui était de l'ordre du langage populaire était considéré comme langage bas, langage par opposition à un langage châtié, langage incorrect, mauvais français par rapport au bon français, etc., etc. Et c'est inévitablement une espèce de caution. Il se rencontre là en pure coïncidence temporelle avec Freud. C'est Freud qui, à la même époque où Céline écrit « Voyage au bout de la nuit », publie un de ses derniers essais qui s'intitule « Malaise dans la civilisation » et où Freud met en évidence un phénomène qu'il a, dit-il, dont il a eu l'intuition précisément avec les blessés de guerre. Il y a donc une origine commune. Les blessés de guerre qu'il avait à soigner en tant que médecin en 15-16 et qui l'ont amené à penser que la vie était un combat perpétuel entre ce qu'il appelle Eros et Thanatos, c'est-à-dire Eros, une pulsion de vie, mais aussi, luttant contre elle constamment, le Thanatos, c'est-à-dire une pulsion de mort, avec ce double visage de la pulsion de mort qui est l'envie de tuer, mais aussi l'envie d'être tué. Bon. Chacun peut penser à part soi, c'est des choses qui sont du ressort de la réflexion personnelle. Mais c'est là que c'est donc, il y a cette coïncidence temporelle entre ce dernier livre de Freud, que Céline n'a sans doute pas connu parce que le livre date de 29, qu'il ne lisait pas l'allemand couramment et que donc il ne l'a pas lu, mais en coïncidence, ce même fond concernant l'humanité. La dernière forme de violence, et là on va retrouver en partie le comique que nous avions abandonné avec ses spéculations sur le désir de tuer et d'être tué, la dernière forme de violence, c'est celle que Céline exerce contre le lecteur. Phénomène étonnant aussi, phénomène d'un renversement de toute une tradition. Traditionnellement, l'auteur essaye de faire du lecteur son complice. Il s'adresse à lui, Stendhal par exemple, qui s'interrompt parfois pour une parenthèse en s'adressant au lecteur en disant « lecteur bénévole ». Lecteur bénévole, lecteur plein de complaisance, etc. Or, avec Céline, il y a un renversement terme à terme de ce lecteur bénévole. Pour lui, le lecteur est un adversaire et quelqu'un avec qui il ne cesse de croiser le fer ou d'échanger des coups, comme on parle en boxe, de toutes les manières possibles. Alors, ça pourrait être aussi un sujet de développement très étendu sur les modalités de ce redoublement. Le plus important, sans doute, et qui a des conséquences aussi sur la manière dont le lecteur réagit, le plus important, c'est sans doute
les affirmations, les assertions que Céline fait sur la nature humaine, c'est-à-dire en somme sur nous. Cette vision, le plus souvent noire et en tout cas extrêmement provocatrice, qu'il donne de l'homme, c'est d'abord un coup porté contre le lecteur. C'est le lecteur qui ne peut pas faire autrement que de prendre pour lui. Et pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, Céline multiplie les formules plus particulières par rapport à cette généralité. Bon, par exemple, il est clair que quand à la première page de Voyage au bout de la nuit, il cite cette phrase « L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches », ça n'est pas pour plaire au lecteur. Le lecteur nous tendons à valoriser l'amour, à penser que c'est le dernier recours, que c'est la dernière consolation, etc. Or, Céline élimine radicalement cette vision romantique de l'amour. De la même manière, à la première page de Mort à crédit, quand il se présente en tant que narrateur et qu'il dit « Je n'ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde », là non plus, ça ne fait pas plaisir au lecteur qui sait qu'il aura affaire, il aura à se confier à un médecin un jour ou l'autre, et que d'entendre traiter la médecine de cette manière, c'est une espèce d'agression. Il y a comme ça des dizaines et des dizaines de formules de Céline. Je ne parlerai, pour faire bref, que de cette dizaine de pages où Céline, de Ferry pour une autre fois, première partie, où Céline interpelle son lecteur, avec qui il est encore en situation d'agression, et lui dit « Vous verrez ça le jour où vous craindrez d'avoir un cancer du rectum ». Et il y a 15 pages dans lesquelles il détaille toutes les démarches, pour ne pas dire acrobaties, dans lesquelles peut se trouver une personne mise avec cette menace, cherchant les ascendants, cherchant les phénomènes d'hérédité, etc., etc. C'est une dizaine de pages d'anthologie dans l'accrochage du lecteur. C'est pas un hasard si ça se trouve, ce morceau de bravoure, s'il se trouve dans Ferry pour une autre fois. Car cette agression du lecteur que Céline perpètre depuis le début, depuis Voyage au bout de la nuit, la première page de Voyage au bout de la nuit, cette agression du lecteur, elle prend dans les romans d'après 45, ces 4 romans que j'ai énumérés tout à l'heure, elle prend une forme un peu nouvelle, un peu différente. Céline sait à ce moment-là, et il en aura ample confirmation longtemps après son retour en France, il sait à ce moment-là que pour une immense majorité des Français et des lecteurs, de ces lecteurs possibles, il est un monstre, il est quelqu'un qui est entièrement à rejeter. Et il provoque constamment le lecteur comme un ennemi, comme quelqu'un qui lui est d'avance hostile. D'où un certain nombre de démarches qui vont jusqu'à l'interpellation directe. Et ça fait partie de ce que je dirai tout à l'heure dans un moment brièvement, c'est-à-dire le renouvellement des formes du roman. Céline en arrive là, dans la dernière partie de son œuvre, il en arrive à interpeller directement le lecteur. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Et vous me voulez ceci, vous me voulez cela, et moi je vous dis ceci, et vous me dites cela. Et l'échange d'injures se fait avec le lecteur, comme si le lecteur prenait la parole pour contre-attaquer les attaques de Céline. Voici donc toute une série d'effets tirés qui se peuvent, je pense, se ramener autour de l'idée de violence et de l'idée que, pour le pire, je le répète, mais aussi
d'une manière moins négative, en tant qu'innovation, Céline est celui qui importe la violence sous toutes ses formes dans la littérature française, en tirant des effets parfois parmi les meilleurs. Je ne dirai que quelques mots, avant de conclure, des innovations de Céline qui portent sur le genre romanesque. Céline est quelqu'un qui bouleverse le roman traditionnel, qui anticipe des développements que l'on verra ensuite largement exploités par ses successeurs. Ce sont des points techniques jusqu'à un certain degré, mais ce sont des points que tout lecteur ressent plus ou moins clairement, plus ou moins vaguement. C'est vrai, par exemple, de la manière dont il rejette le roman à la troisième personne. Ce roman qui donne un nom au personnage et qui dit « il fait ceci, il fait cela » et qui analyse les réactions de celui-ci, de celui-là. Il y a dans cette démarche quelque chose qui est arrivé d'une certaine manière à son terme dans l'usage littéraire du roman, à savoir que c'est mettre l'auteur, le narrateur, c'est le mettre en situation de supériorité, en situation, en allant dans les cas les plus violents, le mettre en situation de connaître le personnage mieux qu'il ne se connaît lui-même, dans des réactions du genre « il disait ceci, mais en réalité ce qu'il pensait c'était cela », etc., etc. Et donc Céline, qui avait commencé avec des textes à la troisième personne, va très vite abandonner des Voyages au bout de la nuit pour passer à la première personne, c'est-à-dire que l'auteur-narrateur est sur le même plan que son lecteur, que ses personnages, ne sait rien de plus qu'eux et au même niveau. Il est de la même manière, Céline est de la même manière sensible, et Dieu sait que tout le siècle après le montrera à quel point il avait raison, il est sensible à une certaine désuétude de la fiction. La fiction qui, pendant longtemps, en particulier pendant tout le XIXe siècle, la fiction a été la merveille, qu'un romancier puisse arriver à nous faire croire à l'existence de personnages tout en nous disant, nous ayant prévenu, que ce sont des personnages fictifs. C'est un des effets, en particulier depuis Balzac, un des effets les plus extraordinaires qui charpentent tout le roman du XXe siècle, disons au moins entre Balzac et Tolstoï, pour donner un point d'accomplissement de ce type de choses. Or, Céline en est arrivé à une époque, et avec ce type d'antenne qu'il a, il est le premier à ressentir que c'est là quelque chose qui, bien sûr, est merveilleux d'une certaine manière, mais qui, d'un autre côté, est rigoureusement artificiel, que le lecteur se force d'une certaine manière pour avoir le plaisir de croire à des personnages fictifs. Et donc Céline invente un nouvel aspect des choses qui est de la démarche romanesque, qui est bien sûr de faire fonctionner son imaginaire, sans ça il n'y aurait pas de roman, mais de le faire fonctionner sur des souvenirs, sur des épisodes qui sont de sa propre expérience. Autrement dit, à travers des processus qui sont un peu compliqués, je n'entre pas dans le détail, mais par exemple, dans ces 4 derniers romans, il était de notoriété publique que Céline avait quitté la France en juin 1944, qu'il avait été en Allemagne, qu'il avait fini au Danemark, qu'il avait fini en prison, puis en exil, en surveillance, etc., etc. Donc Céline repart de ces faits qui sont de notoriété publique et le détail, il le transforme rigoureusement à sa guise. Le détail, il peut inventer
toutes les choses les plus exagérées, les plus rocambolesques que imaginées. Autrement dit, il pratique, c'est un mot qui est devenu bien après lui, qui est devenu plus courant et qui donne lieu à pas mal de facilité même, il est un précurseur ou un inventeur de l'autofiction, ce qu'on appelle l'autofiction, qui chez lui, contrairement à certains autres exemples plus tardifs, qui chez lui repose à la garantie de faits connus du public. C'est tout autre chose de raconter une histoire sentimentale en disant à la fois elle m'est arrivée mais j'invente quand même, etc. Là, il y a tout l'arrière-plan d'un rapport préalable avec le public. Et puis, pour terminer sur ce point, il y a encore une démarche nouvelle, tout ça dans l'innovation technique, c'est pour ça que j'ai gardé ça pour la fin, parce que ce sont des choses qui peuvent paraître affaires de spécialistes ou d'analystes, etc. Mais je répète, qui en réalité ne sont pas moins perçus d'une manière plus ou moins subliminale, si je puis dire, par n'importe quel lecteur. Une autre conséquence aussi, la dernière, si on peut dire, dans cette démarche, c'est qu'il ne recherche nullement la vraisemblance. Quand il aurait pu faire un récit, il avait la matière de faire un récit de ce qu'il avait simplement vu en tant que témoin, etc. Mais il s'arrange dès le départ pour donner aux choses une proportion au-delà de toute vraisemblance qui fait que nous ne sommes plus sur le terrain où nous sommes quand nous lisons un roman en fiction. La première précaution d'un romancier qui est du côté de la fiction, c'est d'être vraisemblable. C'est de nous accrocher, de nous retenir à partir de la vraisemblance. Or lui dépasse d'emblée cette vraisemblance. Bon. Ça peut avoir des inconvénients. Ça en a eu pour lui lorsque il a publié son roman Nord, que j'évoquais tout à l'heure. Il l'a publié et il y raconte les aventures, les expériences qu'il avait faites dans le nord de l'Allemagne, dans une sorte d'institution hors de Berlin où il avait été mis à l'abri. Et il fait des propriétaires de ce domaine, il fait des portraits tels que, avec l'idée que, de toute façon, c'est la guerre froide et que maintenant personne, ça doit plus exister. Ce domaine de Poméranie où il a été ne doit plus exister. Donc, il fait de ses propriétaires et de tout l'entourage des portraits tels que arrive ce qui devait arriver, que malgré tout, dans l'Allemagne de 1960, il y a des gens qui se tiennent au courant de la production littéraire française et que deux des personnages se reconnaissent dans les personnages, enfin deux des personnes réelles se reconnaissent dans les personnages et immédiatement intentent un procès en diffamation, qui oblige Gallimard à immédiatement interrompre la vente parce qu'il était certain qu'à prendre les choses dans le bon sens, il serait condamné. Non, ceci c'est l'autofiction, c'est les petites retombées de l'autofiction avec un tempérament comme celui de Céline qui pousse tous les gens à qui il a eu affaire, qui les pousse au bout d'eux-mêmes, et en général à un bout qui n'est pas flatteur pour eux. Pour, je dirais, un dernier mot, avant la conclusion, d'autre chose encore qui tient à cette démarche littéraire, à ce choix nouveau de procédure, de manière de prendre le roman. Céline est plus que sensible au fait que, par rapport même à ses souvenirs, même à ce soi-disant vécu qu'il raconte, tout cela est si spectaculaire que ça puisse être, c'est malgré tout moins
présent, moins prégnant que sa vie actuelle. Autrement dit, si on considère qu'il est à la fois le héros des aventures qui se sont passées, disons, auparavant, et le narrateur des mêmes aventures, il considère que sa situation dans le présent, qui n'a rien, elle, de spectaculaire, il est médecin à Meudon, il a des tas d'ennuis, etc. Tout cela est malgré tout, parce que c'est le présent, tout ça est plus important que les épisodes les plus riches, les plus spectaculaires qu'il peut raconter. Autrement dit, la narration dans ces derniers romans, cette narration est une lutte perpétuelle entre le passé qu'il s'est engagé à raconter. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé en Allemagne, grosso modo. Il y a une perpétuelle lutte entre cela et puis sa vie présente. Et je répète, avec l'inégalité d'intérêt pour le lecteur. Mais il y a pour Céline quelque chose de beaucoup plus important, c'est cette force du présent. Ce qu'il raconte de ces petites misères de Meudon dans les années 50, c'est son présent, et en tant que présent, c'est incomparable par rapport à tout ce qu'il peut avoir vécu ou dire avoir vécu. Voilà, je conclurai, c'était le but de cette causerie d'aujourd'hui, en invoquant la notion de création. Création littéraire, création artistique. Les derniers mots les derniers points sur lesquels je viens d'attirer l'attention, tout cela, c'est une manière de créer, d'innover et d'apporter quelque chose de nouveau à la littérature française. Et il faudrait développer davantage, mais on aura peut-être l'occasion de le faire, je ne veux pas trop m'attarder. Ce qui, finalement, je repars de mon tout premier point de départ la semaine dernière, ce qui fait que nous pouvons, en dépit de répugnance, en dépit de condamnation, ce qui fait que les lecteurs qui sont sensibles peuvent lire Céline, le relire, y prendre plaisir, rire à la lecture, c'est avec ce sentiment d'une création éminente. Et c'est ce qui fait le problème, et c'est ce qui fait que Céline est une occasion de dépasser son cas seul, c'est-à-dire qu'on se trouve avec lui en présence, d'une part, si on pense à son antisémitisme, d'une part en présence de la négation de nos valeurs, et des plus importantes de nos valeurs morales, et d'autre part, du côté positif, avec cette évidence de la création artistique. Or, nous sommes arrivés à un moment de civilisation où les valeurs sont remises en question, où beaucoup de choses nous paraissent dépassées ou remises en question, et où, inversement, au contraire, la création artistique tend à nous apparaître de plus en plus comme un phare, comme quelque chose qui parle pour l'humanité, même quand on considère les revers ou les petits côtés de l'humanité. Et je pense que ce que Céline nous offre comme occasion la plus profonde de réflexion, c'est cette situation qui est la nôtre, cette situation de nos valeurs et la prise en considération qui était impensable il y a un siècle, la prise en considération d'une valeur nouvelle qui est celle de la création. À partir du moment où l'humanité ne sait plus trop pourquoi elle est sur Terre, ce qu'elle y fait est en proie à l'absurde d'une certaine manière, la création artistique et aussi bien sûr la création dans d'autres arts, picturales ou musicales. Cette création
nous apparaît comme quelque chose qui vaut en elle-même, y compris dans un cas où elle pourrait être niée par la prise en considération de la négation d'autres valeurs. C'est ce que je disais dans la conclusion de la notice que j'avais rédigée pour le volume des célébrations nationales et qui s'est trouvé rayé des contrôles, pas tout à fait rayé puisque je l'ai donné dans Le Monde après, mais c'est cela, c'est que Céline nous apparaît comme un objet de réflexion très profonde, aussi bien par ce que je disais aujourd'hui sur une sorte de violence innée, dont nous avons à nous demander chacun pour soi si elle ne représente pas quelque chose en nous aussi bien, et d'autre part pour les valeurs telles que nous les vivons dans cette période de transition. Merci. Merci Monsieur Godard et merci aussi donc de nous avoir donné cette conclusion qui nous montre non seulement, j'allais dire, la modernité, mais l'actualité de Céline. Vous avez rapproché son œuvre des créations artistiques actuelles et donc à quelques jours de l'ouverture de la FIAC. Je vous ai écouté, entendu, en tout cas personnellement, en pensant à l'art contemporain. Celui de Basquiat, par exemple, aussi, où donc il y a cette violence, où il y a le présent qui est affiché, où l'art parle moins du beau, mais est intéressant par les questions qu'il pose à notre société. Et moi, justement, je vous ai entendu en me disant, mais il est extraordinairement actuel, donc Céline, et il nous donne peut-être, donc il nous pose des questions que nous devons nous poser actuellement. Alors, oui, tout en haut. Oui, monsieur le professeur, je voulais vous remercier pour ce que vous avez écrit dans Télérama, qui est très intéressant, on vous retrouve, et pour ces deux belles conférences. Ce que j'avais à vous poser, je suis indigné, moi, parce que l'autre jour, on a dit que ce n'était pas un bourgeois. Et moi, je trouve qu'il a des origines petites bourgeoises, qu'il est dans la cavalerie. Quand on est bachelier dans les années 20 et qu'on devient médecin, on est un bourgeois. Et c'est un petit bourgeois réactionnaire qui est devenu fascisant, comme beaucoup. Hitler était de petite bourgeoisie, Lénine aussi. Et alors, je voulais vous demander ce que vous en pensiez sur ces origines bourgeoises. Quand on est maréchal des logis de la cavalerie en 14, on n'est pas piou-piou de deuxième classe dans l'infanterie. Et alors moi, j'ai la chance de bien connaître la famille Détouche. Et la famille Détouche, c'est une grande famille d'intellectuels. Ils sont toujours d'extrême droite. Et ils ont le même langage que lui. Ils sont tout à fait directs quand ils parlent. Alors ce que je voulais vous demander, c'est que vous nous parliez de ça. Et vous dites qu'il n'a pas lu Freud. Moi, j'ai lu dans un livre qu'il avait lu Freud et Nietzsche. Mais enfin, ça, c'est un détail. Mais le problème de la bourgeoisie, qui est très important dans le fascisme, j'aimerais bien que vous en parliez. Merci. Bien. Il y a plusieurs choses dans votre intervention. Je dois dire que moi, je ne connais pas la famille Détouche. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est en dehors de Céline. Il est clair que Céline a tendu à exagérer son côté petites gens, le côté petites gens de sa famille. Sa famille, c'est très difficile à déterminer. Sa famille est tirer le diable par la queue, si je puis dire, mais avait d'un autre côté des prétentions bourgeoises, des prétentions à l'instruction. Et donc lui, il est pris entre cela. Je disais sans doute l'autre jour que il a intériorisé beaucoup des valeurs de cette famille, et qu'en même temps, il a, en particulier dans l'épisode de Londres
en 1915, tout d'un coup, il découvre une espèce de contre-culture, de contre-morale par rapport à celle de ses parents. Alors, c'est difficile, j'ai du mal à entrer une fois dit cela, c'est-à-dire que il a exagéré pour des voyages au bout de la nuit et surtout Mort à crédit, il exagère les difficultés de ses parents. J'ai montré dans la biographie que il y avait des périodes différentes de cette enfance et qu'en effet, pendant une dizaine d'années, pendant sa première dizaine d'années, les parents éprouvent les plus grandes difficultés. Hein, ils sont la mère change de commerce, est en faillite, ferme boutique, etc. Le père a toutes les difficultés du monde dans son petit emploi de correspondancier. Bon, tout cela est vrai et fait une vraie expérience de misère. Cela dit, et il faut revenir au génie tutélaire de Céline, c'est-à-dire sa grand-mère Céline. Hein. Sa grand-mère Céline, sa grand-mère maternelle Céline, était quelqu'un qui avait, Céline Guilloux, hein, son nom, était quelqu'un qui était modeste, était réellement populaire, avait fait plus ou moins de la brocante, si ce n'est de marchande à la toilette, mais avait les pieds sur terre et avait largement gagné un pécule qu'elle avait réservé pour ses enfants après sa mort. Elle les aidait en cas de difficulté avant, et quand elle meurt en 1904, c'est-à-dire quand Céline a 10 ans, là le train de la famille change. Malgré tout. Hein. C'est là qu'il commence à pouvoir prendre des vacances, c'est là qu'il commence même à pouvoir louer une maison pour l'été et pour les fins de semaine à Ablon, sur la Seine, d'où toute une série d'expériences qui restent parmi les souvenirs les plus heureux de l'enfant. Une autre manière de prendre votre question, normalement, cette bourgeoisie, ces prétentions à la bourgeoisie de ses parents auraient pu les conduire à pousser leur fils du point de vue scolaire, hein, auraient pu les faire qu'il attrape le brevet, qu'il sait même le bachot. Bon. Or, le père, avec ses mésaventures personnelles, le père retire son fils de l'école à 14 ans, et c'est à 14 ans donc qu'il fait l'expérience non plus des difficultés de la gêne financière de ses parents, mais les difficultés de relations avec les camarades de travail, avec les supérieurs, etc. Et là, il se trouve, il n'est pas dans la bourgeoisie, il est dans l'anti-bourgeoisie. Hein. Et je faisais sans doute allusion la semaine dernière, j'en parle largement dans le livre, à un débat extrêmement intéressant et émouvant qu'il a avec l'essayiste, le philosophe essayiste Élie Faure, hein, avec qui il a, l'auteur de l'histoire de l'art, etc. Il a, avec Élie Faure, pendant longtemps une relation d'extrême proximité. Hein, Élie Faure, Céline était un admirateur d'Élie Faure, il lui avait envoyé le roman alors qu'il ne le connaissait pas, parce qu'il avait lu l'histoire de l'art, et d'un autre côté, Élie Faure était enthousiaste devant les 2 premiers romans de Céline. Mais entre eux, il y a précisément la bourgeoisie. Hein. Entre eux, il y a l'abîme qui, dans l'esprit de Céline, sépare quelqu'un qui a connu les difficultés de la vie sur le terrain, dans le commerce, dans les vraies relations d'individu à individu, et puis quelqu'un pour qui cette découverte de la vie a été différée par le lycée, par l'école, par ce cocon
Il emploie certainement l'image, ce cocon qui fait que les gens qui ont été au lycée ne connaîtront jamais la vie de plein fouet, si je puis dire. Donc vous voyez, il y a, si je puis dire, il y a des choses dans les deux sens autour de cette notion de bourgeoisie. Une question ici? Oui, monsieur, merci. Vous nous avez vraiment, par ces deux conférences, décortiqué et donné de l'intérêt que peut-être nous n'avions pas pour l'œuvre de Céline. Moi, je voudrais vous parler, dissocier l'œuvre et l'homme. Parce que, en vous écoutant, je me suis dit, je ne connais pas suffisamment Céline et je vais me pencher un petit peu sur son œuvre. Et puis après, je me suis dit, mais alors, et l'homme? Est-ce qu'on peut aimer un homme qui est tellement un adepte de la violence, de la noirceur de la vie? Comment peut-on aimer un homme comme cela? Est-ce qu'on peut avoir un autre sentiment que d'une certaine pitié, même ou d'une certaine compassion? Écoutez, je ne suis pas certain qu'on puisse l'aimer, en tout cas c'est pas mon cas. Je ne me sens aucun... on peut en tout cas essayer, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre de cette année-là, on peut essayer d'écrire cette vie, c'est-à-dire de saisir les fils dans leur enchaînement, leur logique, ce qui n'empêche pas de condamner dans les moments qui semblent insupportables. J'ai tenu dans ce livre à ce que les deux aspects soient également présents, presque quantitativement, présents dans le nombre de pages ou dans les analyses, le nombre d'analyses, le nombre de chapitres aussi. Ce qui me paraît intéressant, je l'ai résumé, l'entrée, si je puis dire, l'entrée dans la violence raciste, qui se fait en 36 avec Céline. J'ai essayé de regrouper autour de ce moment de sa vie toutes les conditions qui font de lui, j'ai intitulé le chapitre « L'ilote du racisme ». Et il réunit en lui tout ce qui nous permet, et c'est un des aspects, alors c'est peut-être une manière de, comment dirais-je, de se protéger, mais il nous permet de faire l'analyse des facteurs, des conditions intellectuelles, des conditions psychologiques quand on peut penser qu'elles entrent dans la composition du racisme, et dont il est un exemple grossi, enfin, à la loupe, constamment. Donc il s'agit... j'ai essayé, sans doute, j'ai dû dire ça la semaine dernière, j'ai essayé de déplacer, j'ai cité la formule qui a été employée et suremployée en janvier au moment de la polémique avec le ministre, qui revenait à opposer terme à terme écrivain génial et parfait salaud. Or, formule, je dis entre parenthèses, que dans le métier journalistique et la manière dont les journalistes font leur métier, formule qui m'a été parfois attribuée, que je récuse, c'est pas mon sens. J'ai essayé, pour ma part, de déplacer entre écrivain majeur d'un côté et écrivain insupportable de l'autre. Pour le reste, c'est vrai qu'il y a des moments où on est indigné mais enfin, il est mort depuis 50 ans et c'est notre présent est plus dans les leçons qu'on peut tirer de sa vie que dans... On peut continuer à le haïr, le détester, mais c'est... Pardon, oui, monsieur, s'il vous plaît. Justement, pour reprendre votre réponse, à travers l'éclairage de votre conférence, peut-on gommer justement ce refus de l'homme qui ne croit pas en l'homme, alors qu'il se dit lui-même être... Il l'a prouvé qu'il était le médecin des pauvres, qu'il ne faisait pas payer ses patients, et au fond, il ne s'en glorifiait pas, c'était pour lui une évidence. Alors
première remarque. Et d'autre part, il me semble que dans Voyage au bout de la nuit, il se dégage d'une très grande poésie. Il y a des formules où véritablement il fait appel à la nature, et entre deux pensées très abruptes, la nature apparaît à travers des images. Je pense que c'est aussi remarquable. Écoutez, oui, ça revient à dire que c'est un homme plein de contradictions. C'est un homme plein de contradictions, et sur tous les plans de la sensibilité, celui qui entraîné, je parlais sans doute la semaine dernière, ce qui a entraîné son ami quand elle lui disait on va se remonter le moral le dimanche soir après qu'il avait écrit, il l'entraînait dans les banlieues les plus sordides pour dire voilà, ça c'est la vraie vie. Et puis celui qui, ailleurs, un peu partout, plus spécialement dans son roman de 44, Guignol's Band, parce que c'est un roman qui se situe à Londres, que Londres pour lui c'est une nouvelle découverte de la vie, et puis Londres c'est tout ce qu'il aime, c'est le fleuve, c'est les bateaux, c'est la brume, et donc c'est un roman, j'ai dû écrire ça quelque part, et en tout cas c'est visible dans le volume que j'avais écrit il y a quelques années, sous le titre L'autre Céline. L'autre Céline, c'est celui qui, ça consiste à rassembler les aspects de sa personnalité, de son œuvre, qui semblent d'une certaine manière impensables quand on considère le pire, quand on considère la noirceur, etc. Et c'est difficile. Et je pense qu'il nous met à l'épreuve. Céline est un écrivain qui nous met à l'épreuve parce que ce qu'il écrit est à certains moments tellement violent, tellement insupportable, que on ne voit plus le reste. Et qu'en tout cas, on craint de penser ou de dire que ces aspects, disons, pour employer un terme banal, ces aspects de poésie des bateaux, de la mer, des péniches, du fleuve, etc., si on est sensible à ça, c'est comme si on le dédouanait de ce qu'il a écrit d'autre part, quoi. Il nous met, et croyez bien que je suis le premier à le vivre, il nous met en difficulté constamment, il nous met à l'épreuve. C'est pas un écrivain de tourpeau. Non, mais ce sont quand même des assertions. La poésie existe malgré ce langage abrupt. Par exemple, lorsqu'il le dit lui-même que ses points de suspension sont des rails d'émotion. Donc, il est très conscient de ce double aspect qui est en lui-même, et il est capable de nous faire passer ses émotions à travers ses images et sa personnalité, même si cette dualité persiste. Oui, on a du mal à le penser aussi. On a du mal, par exemple, à penser la notion de grand écrivain, parce que grand écrivain, avec le seul adjectif grand, avec ses connotations, etc. Tout cela est difficile. Ce qui ne fait pas de doute, et qui me semble devoir être médité, c'est que ça n'est pas une brute, ce n'est pas celui qu'il paraît à certains moments, on dit qui faut-il qu'il ait été pour écrire des choses comme ça. Il n'est pas une brute, il est un esprit profond, lucide, y compris sur lui-même, et qui malgré tout, malgré cette lucidité, s'est laissé entraîner à des paroles atroces. Et il est un nœud de contradiction, sans doute pour lui, aussi bien que pour nous. Oui, Rosine. Enfin, en fait, de racisme, je reviens au racisme. Il est antisémite, essentiellement. Et les paroles les plus horribles, enfin, c'est vraiment l'antisémitisme sur lequel il a porté sa haine, littéralement. Et l'antisémitisme, est-ce un racisme comme un autre? C'est pas sûr non plus. Enfin, c'est vraiment un mystère, cette haine antisémite, cette véritable haine à la manière d'Hitler. C'est Hitler, quoi. Sa haine antisémite. Oui, ça n'est. Je suis bien conscient de tout ce qu'il y a de spécifique et d'unique dans la question du peuple juif. Il faut dire pour lui que quand même, à la fin de sa vie,
les Juifs sont remplacés par les Chinois. Hein, à la fin de sa vie, ceux dont il craint l'invasion, c'est qui vont détruire alors, cela dit, en effet, il reste que l'antisémitisme a une spécificité. Mais je crois qu'il faut le replacer dans un cadre plus général qui est cette vision du monde et de l'histoire du monde comme guerre des races et rivalité des races pour reprendre le dessus l'une sur l'autre. Oui, une question. Allez-y. Donc, dans son roman D'un château, l'autre, il fait systématiquement une faute d'orthographe dans le mot Sigmaringen, qui vient 36 fois. Et avec cette faute d'orthographe, ça commence par la victoire. Croyez-vous qu'il l'a fait exprès, étant donné que la défaite est tout près, enfin, par opposition, victoire, défaite? Écoutez, avec lui, on peut tout supposer. On peut tout supposer. Malgré tout, je crois qu'on ne peut pas aller trop loin là-dedans, parce que il a une profonde indifférence pour l'orthographe de tous les noms propres. Hein, ses amis, les gens avec lesquels il est en meilleurs termes, il modifie, ce qui pour nous est choquant. Hein, on tend à penser que la correction de l'orthographe est la moindre des politesses, mais il fait ça constamment. Alors effectivement, là il se trouve que au lieu du sig, il y a le zig qui veut dire victoire. Je suppose que parmi les exégèses de Céline, ça a dû être déjà dit, ça. Mais je mets un peu en garde contre ce genre de choses. C'est possible, c'est pas exclu. Moi, je voudrais, si vous permettez, juste revenir sur la réflexion justement de Louis Renard. Et je me demande si la question en définitive que pose Louis et que nous nous posons face à Céline, eh bien, justement ou injustement, nous ne la posons pas vis-à-vis d'autres artistes. Encore une fois, je reviens justement à l'art contemporain où il y a des artistes qui nous parlent de notre humanité actuelle en exposant, par exemple, un tas de merde, appelons les choses par leur nom. Il y en a d'autres qui parlent de notre humanité en justement en exposant un conglomérat de nos poubelles. Et donc, nous les reconnaissons comme des artistes parce que, pour le coup, ils savent, encore une fois, nous mettre devant la réalité des choses et nous poser de bonnes questions. Est-ce que, alors sans parler de l'antisémitisme, je ne veux pas du tout parler de l'antisémitisme, mais est-ce que nous ne posons pas des questions à Céline que nous ne poserions pas à des artistes, par exemple, de l'art pictural ou architectural Oui, certainement. Il faut aussi tenir compte du fait que de ce matériau souvent vulgaire, il est provocateur, le choix étant provocateur. Lui tire des effets assez extraordinaires. Il sublime un peu tout cela. Les 10 pages d'anthologie sur le cancer du rectum qui attend peut-être le lecteur, sont 10 pages qui sont pleines de trouvailles, de comiques, de choses. Donc il y a dans mon esprit, il y a une transcendance de la vulgarité ou de la grossièreté du matériau que pour ma part je ne trouve pas toujours dans ces exemples que vous citez. Un très 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 grand merci, Henri Godard.